Bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui on est là pour les lectures manga du mois de juin 2021. Et rien de spécial à dire, donc on y va. Et donc le premier qui va y passer, c'est le tome 98 de One Piece, les 9 Ronin. Donc un tome normal. Hein. Je vais pas... Comme j'ai une politique de zéro spoil vraiment pour One Piece, je vais pas entrer dans le détail de ce qui se passe. Juste ce perso là, vu que c'était la surprise de fin de tome du dernier tome, je suis content qu'on en voit un peu plus. Bon, on n'a pas encore tous les détails, mais c'est cool. Et sinon, autre toujours hein, très cool, à l'arrière, enfin à l'arrière, en dessous de la jaquette. Hop. Alors attention, c'est pas si facile. Bon, hop, comme ça c'est réglé. En dessous de la jaquette, on a Pandaman aussi cette fois-ci, sauf que cette fois-ci c'est Pandaman en mode sous longue. Du coup c'est un peu marrant. Je sais plus si dans l'or c'est un Minx Pandaman, je pense pas. Hein. Bon, après peut-être que rétroactivement, vu que les Minx ont été ajoutés bien après Pandaman. Hop. Ah en tout cas, ouais, donc ce tome il était très, très sympa, hein, comme à l'habitué. Sinon, vu que c'est le tome 98, je vais un peu parler des collectors, parce que pour le 98, 99 et 100, ils ont fait des... Enfin, 99 et 100 sont pas encore sortis normalement, mais ils ont fait des collectors, vu que bah on arrive au tome 100 quoi. Et j'ai pas du tout prévu de les acheter, et comme vous avez vu pour le 98, j'ai pas acheté la collector. Pourtant, je suis plutôt client de ce genre de trucs collector. Je veux dire, pour Fairy Tail, j'ai acheté toutes les collectors. Pour One Piece aussi, j'ai acheté toutes les collectors. Vous voyez, toutes les collectors. Je sais plus si c'était spécial 20 ans ou un truc comme ça. Mais il y a plusieurs trucs qui ont fait que j'ai pas acheté les collectors 98 et que j'achèterai pas non plus celle 99 et le sachant. Bon, déjà, si vous suivez un peu les dernières vidéos lecture du mois, vous savez que je suis un peu limite niveau budget. Mais aussi, le truc, c'est que avec cette histoire de collector, déjà, bon ça se comprend un petit peu, mais avant, enfin les anciennes collectors One Piece Glénat, celles spéciales 20 ans, etc., elles étaient, j'ai envie de dire, j'allais dire gratuites, mais non, elles étaient au même prix qu'un tome normal en fait. C'était juste vraiment un tome qui brille un peu spécial, histoire de dire, bah voilà, t'étais là quand c'était les 20 ans de One Piece quoi. Et j'ai trouvé ça super cool parce que quand tu compares à Pika, Pika, toutes les collectors elles sont. Bon, ok, il y a un petit goodies un peu plus ou moins bien avec, mais Pika, les collectors elles sont plus chères. Et du coup, j'avais trouvé ça cool de Glénat. Donc j'étais légèrement déçu quand j'ai vu que celle des 98, 99 et 100 elle coûtait plus cher. Mais bon, ça pouvait se comprendre parce que là, si j'ai bien compris, il y a un. Je sais plus, j'ai pas compris, je suis pas sûr si c'est la jaquette ou carrément un protège-jaquette. Pourquoi que la jaquette c'est déjà fait plus ou moins pour protéger le manga à la base, donc s'il y a double protection. Mais bon, il y a un truc, sinon une matière spéciale, c'est pas du plastoc comme ça. Donc ouais, je peux comprendre que ça coûte un peu plus cher à la limite. Mais deuxième ou troisième, ça dépend si on compte le budget. Truc qui m'a fait qui m'a bloqué d'acheter les tomes collector de One Piece, c'est que bah c'est pas le genre de tome collector, contrairement aux autres, que tu trouverais en magasin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas dans les rayons. C'est genre, soit tu le commandes quelque part à ton libraire ou quoi que ce soit vraiment, faut que tu ailles à la caisse et que tu demandes, bonjour, est-ce que vous n'auriez pas un tome 98 collector de One Piece? Puis là, le vendeur, il regarde à gauche, à droite, il fait attention qu'il n'y a pas de criminel. Puis il te sort le tome sous son tiroir secret sous le comptoir. Il fait, ouais, j'en ai bien, mais ça va vous coûter cher. Puis après, toi, tu donnes l'argent et puis voilà. Je sais pas si vous aviez l'image quand je racontais. Mais du coup, ouais, donc pas de tome collector pour moi. En plus, pour être franc, c'est pas le niveau design. Alors, c'est un peu cool, parce que c'est un peu sobre et tout, mais en vrai, je préfère limite avoir la vraie couverture avec les vrais dessins. Vous voyez, si j'avais pris tous ceux qui ont pris le collector et pas le normal, vous avez pas eu, à part si c'est un protège jaquette, mais ça, je peux pas le dire. Vous avez pas eu Pandaman mode sous longue. Ah, bah, ça arrive des fois aussi dans les autres collecteurs. Hein. Je veux dire,
Je crois que la toute première collector de Fairy Tail, enfin sans compter le tome 19, je crois qu'il y avait une collector un peu spéciale mais que j'ai pas. Je crois qu'il n'y avait pas la jaquette réversible. Du coup, je crois que c'est le tome 50... Ah oui, mais le tome 50... Ah oui, mais je m'en souviens. Le tome 50, c'était la même jaquette, donc c'est pas celui-là. Enfin, en tout cas, il y en a un où il n'y a pas la jaquette réversible. Peut-être le 57, je sais plus. Mais voilà, du coup, t'as pas la jaquette normale, en fait. Ça, c'est un peu triste. Mais bon. Voilà, tout ça pour dire que One Piece, par Shiroda aux éditions Glénat, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Je vais pas toujours aussi bien, toujours aussi cool, toujours aussi... Je vais pas spoiler, donc on peut passer à la suite. Alors après, on va partir sur Steins Gate, tome 3, par Yomi Sarachi, avec la collaboration de Sakae Saito, d'après le jeu de 5PB Nitro Plus, donc à mon avis Sakae Saito, ça doit être le concepteur original du jeu, aux éditions Manabooks. Alors, donc c'est le dernier tome, comme le dit habilement cette étiquette. Étiquette que j'aime bien parce que je crois que la caméra, vous voyez qu'elle peut faire des reflets arc-en-ciel, ça c'est plutôt cool. Mais sinon elle est plus ou moins grise réfléchissante. Alors, Steins Gate, donc pourquoi je le montre si tard? Parce qu'il est quand même sorti il y a quelques mois déjà, le tome 3 de Steins Gate. Parce qu'en fait, vu que c'était le dernier tome, j'étais un peu réticent à l'idée de le lire et d'en finir entre guillemets avec Steins Gate, parce que j'ai déjà vu tout l'animé, tout Steins Gate 0, etc. Donc oui, potentiellement, s'ils sortent le manga Steins Gate 0, dont je ne suis même pas sûr de l'existence, il y aura encore d'une Steins Gate pour moi. Si je tombe sur Steins Gate ou Steins Gate 0 en visual novel, il y aura encore d'une Steins Gate pour moi, mais rien de tout ça n'est sûr. Et pour être franc, j'ai toujours pas repris, je crois que vous en avez parlé à l'époque du tome 2, comme quoi j'avais testé un peu Chaos Head, le visual novel, alors que j'avais déjà vu l'animé, et j'ai toujours pas repris, donc si Steins Gate c'est du même acabit, peut-être que je vais pas accrocher tant que ça dans le visual novel, et le manga, encore une fois, on n'a aucune garantie que Steins Gate 0 ça sorte en France, même si j'aimerais bien, et même si ce serait un peu logique après ça, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un manga à vrai dire. Mais voilà, du coup, ouais, comme j'étais un peu réticent à en finir avec Steins Gate, parce que mine de rien, c'est une licence que j'ai bien aimé, hein, Steins Gate. J'ai passé un bon moment devant l'anime et tout, et bah voilà quoi, c'est un peu... J'avais pas envie de le finir sur un moment pas propice, vous voyez ce que je veux dire. J'avais envie d'être dans le feeling, quoi, j'avais envie d'être prêt pour le lire, quoi, quand je le lirai. Bon, c'est exactement la même histoire que l'animé, hein. Ou que le visual novel je suppose, mais ouais. Donc bilan de Steins Gate en manga, qui sont encore en 3 tomes. Encore une fois, ça m'avait beaucoup surpris quand j'ai vu ça, parce que c'est typiquement un animé assez complexe, enfin complexe. En soi, Steins Gate c'est pas si complexe, hein. Quand tu regardes bien, c'est juste une ligne droite aller-retour en termes de voyage dans le temps. Mais en tout cas pour Steins Gate classique. Mais c'est il y a beaucoup de blabla, il se passe beaucoup de choses, vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de trucs à mettre en place, et quand en plus tu prends en compte l'ambiance, faut mettre des petits trucs un peu insignifiants mais qui font l'ambiance, donc c'est encore plus long. Donc déjà le visual novel il est sacrément long, ensuite même l'animé il est quand même assez dense, et donc quand j'ai vu vraiment que c'était en 3 tomes, j'en croyais pas, alors regardez le sous-titre quoi, tout ça là, le petit pavé de texte, c'est le sous-titre. C'est bon après 5PB Nitro Plus leurs sous-titres c'est des phrases, hein, mais c'est des petits paragraphes. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que 3 tomes ça m'avait surpris. Finalement, bilan, c'est passé tranquille. J'ai pas eu l'impression qu'ils rushaient vraiment. En fait, le truc, la grande différence avec l'animé et à mon avis le visual novel, c'est que le manga, c'est vraiment genre, t'as l'histoire, de manière à peu près efficace. Vous voyez si tu veux rentrer dans les détails, vraiment être investi dans les histoires, vaut mieux peut-être l'animer, parce qu'avec les musiques, avec le mouvement, avec les openings, les trucs comme ça, t'es plus dans l'ambiance. Ou le visual novel, parce que pareil, avec les musiques, les effets sonores, le fait que c'est une lecture très immersive, du coup tu le lis longtemps et tout. Voilà. Donc en fait, Steins Gate, le manga, c'est typiquement le truc que je conseillerais si vous voulez avoir Steins Gate, mais juste l'histoire. Enfin, tu peux t'investir quand même, le manga est pas... C'est pas un robot le manga, il y a quand même des émotions dedans, mais
c'est voilà, si vous voulez juste l'histoire, par exemple, imaginons pour une raison X ou Y, vous voulez regarder l'anime Steins Gate 0, mais pas l'anime Steins Gate tout court, vous pouvez lire le manga pour quand même comprendre l'histoire. Voilà, imaginons que vous voulez juste parler de Steins Gate autour de la machine à café ou dans la cour d'école, et ben vous pouvez juste lire le manga, vous aurez toute l'histoire. Mais vous aurez moins l'ambiance, moins le... Voilà, ou alors, imaginons que vous avez vu Steins Gate il y a... vers le moment où c'est sorti, moi je l'ai vu bien plus tard, et vous voulez revivre le truc, mais vous n'avez pas envie de revoir l'animé, et vous n'avez pas le temps pour le visual novel, bon bah lisez le manga, vous revivrez toute l'histoire. Voilà, bon donc du coup Steins Gate tome 3, bon la fin de la série de Steins Gate en manga, hein. Plutôt sympa du coup. Moi mon étiquette dernier tome, j'aime bien ce genre d'étiquette, mais la mienne, je crois que ça se voit pas extrêmement bien à la caméra. Elle est toute rayée de partout en fait, tout abîmée. Et j'étais dégoûté parce que genre 2 jours après l'avoir acheté alors qu'il n'y avait plus que celui-là, je suis allé au même magasin et par contre là il y en avait plein avec des étiquettes impeccables. Donc bon, dommage. Mais j'aime bien toujours ce genre d'étiquette, ça... Ils font toujours l'effort que ça corresponde bien au style de la série. Vous voyez ce reflet gris qui fait des... Enfin ce truc gris qui fait des reflets arc-en-ciel. C'est parfait pour Steins Gate quoi. T'as vraiment l'impression quand tu le bouges comme ça que... Wow, voyage dans le temps. Donc voilà. Alors ensuite, Mushoku Tensei tome 12 et 13 par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre originale de Rifujin Namagote et le character design par Shirotaka, aux éditions Doki Doki. Donc Mushoku Tensei, bah, c'est les tomes 12 et 13 donc. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a 2 tomes, parce que souvent soit il y en a un, parce que vraiment j'ai acheté le manga, genre comme pour One Piece, parce que vraiment, hop, j'ai acheté le manga dès qu'il sortait, ou à peu près après qu'il soit sorti quoi, parce que bon bah tant pis pour la règle des 3 tomes, j'avais envie de le lire. Ou soit il y a 3 tomes, parce que justement il y a cette règle des 3 tomes dont je vous ai déjà parlé, qui fait que j'ai 3 tomes de retard maximum, et comme là en ce moment mon budget est serré et mon timing est serré, je fais exprès d'atteindre le dernier moment. Et alors là pourquoi il y en a 2? Parce que j'ai craqué. En fait Mushoku Tensei, pour tout vous dire, je comptais m'acheter le tome 12 quand il est sorti, même tant pis pour la règle quoi, vous voyez, parce que Mushoku Tensei ça fait partie de ces séries où que toujours un plaisir à lire quoi. Et mais comme par hasard, il n'y était pas quand je cherchais, etc. etc. Puis t'as le tome 13 qui est sorti, puis voilà, puis bon, et puis à un moment j'avais ce qu'il faut pour m'acheter 2 tomes, donc j'ai dit bon bah tant pis, je pensais de là. Enfin tant pis ou tant mieux. Hein. Et donc voilà, donc Mushoku Tensei. Là on est en plein dans un arc scolaire on va dire, donc ils sont le héros est toujours à l'école quoi. Enfin il est toujours. Et non du coup, enfin... Avant il y était pas, mais maintenant il y est. À l'école de magie, hein, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est un arc plutôt sympa pour l'instant. Après, je me fais la réflexion que Mushoku Tensei, j'ai trouvé que c'était une de ses forces de... Vous voyez, c'est un isekai, mais qui se passe sur une période de temps très grande. C'est-à-dire on commence, il a genre 3 ans le héros, et là il doit en avoir, je sais pas combien il en a, peut-être jeune adulte ou adolescent, mais en tout cas ça se passe sur une très longue période. Ce qui fait que ça paraît plus crédible en fait quand des trucs se développent. Parce que bah au lieu de se développer entre 2 arcs où ils combattent un méchant dans la même semaine, et ben ça se développe sur plusieurs années. Mais peut-être truc un peu qui peut gêner des gens, c'est que du coup les arcs ont parfois des ambiances un peu différentes. Ce qui fait que je me dis que quelqu'un qui a beaucoup apprécié l'arc avec le spell où ils sont dans le monde des démons là, enfin dans le pays des démons, et où ils essayent de faire des quêtes, des trucs comme ça et tout, parce que c'est un peu en mode survie, parce que voilà, et ben peut-être que là, sur ces tomes 12 et 13, où c'est plus arc school life, pour l'instant des problèmes plutôt mineurs on va dire par rapport à quand ils étaient dans un autre dans un autre pays de démons et tout. Je me dis peut-être que pour certains c'est un peu le creux de ce manga pour l'instant. Vous voyez le moment où ça commence à baisser en qualité.
je comprendrais cette façon de voir les choses. Mais personnellement pour moi c'est toujours bien. Effectivement peut-être légèrement moins intéressant, mais je veux dire, les nouveaux personnages, que ce soit lui, elle, ou ces deux-là, ou même d'autres qu'on voit pas sur les couvertures, ont leur intérêt, sont sympas à découvrir, c'est cool. Moi j'aime bien Mushoku Tensei. En plus, le truc c'est que je sais pas comment ça va finir, mais j'ai une bribe de comment ça va se terminer, vu que au tout début des aventures de Roxy, toutes les aventures de Roxy, en fait le manga, le spin-off Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, c'est un flashback de Roxy de la fin de Mushoku Tensei, ou en tout cas d'une partie beaucoup plus avancée que maintenant de Mushoku Tensei. Ce qui fait que t'as une bribe de comment ça va se passer à la fin, ou en tout cas beaucoup plus loin quoi. Et j'ai un peu hâte de savoir comment on va en arriver là. Donc dans un sens c'est un peu dommage de nous spoiler en sortant les aventures de Roxy aussitôt. Bah en même temps pour surfer sur Mushoku Tensei ils ont peut-être bien fait, mais bon. Mais d'un autre côté c'est un peu cool quand même parce que tu te demandes comment est-ce qu'on en arrive là, etc. Donc Mushoku Tensei vraiment toujours très très bien, 13 tomes. Et on est encore assez loin, j'ai l'impression, de là où on est au début des aventures de Roxy, donc avant que ça parte en flashback. Et du coup, bah voilà quoi, plutôt cool de savoir que ça risque de durer encore longtemps et que c'est toujours bien. Donc voilà. C'est un seinen en fait, d'après... je précise, il y a des gens qui s'intéressent. Moi les seinen, shonen, tout ça, ça fait longtemps que je m'en fiche un peu. Enfin c'est pratique quand tu veux catégoriser, quand tu veux faire comprendre aux gens un peu ce que c'est. Vous voyez, tu peux dire ça c'est un... Mais tu vois ça par exemple j'aurais pas spécialement rentré dans la catégorie seinen. Mais en fait c'est juste un indice démographique, c'est un indice, je dis des mots comme ça, ça marche pas. Non, c'est plus un indicateur démographique du type de population qui est visé, vous voyez, le public cible en fait. Quand tu dis un shonen, en fait, c'est juste que c'est dans un magazine de shonen, généralement. C'est la seule règle, en vrai. Quand tu dis un seinen, pareil, c'est dans un magazine de seinen. Du coup, ça fait que... Voilà, on se retrouve... l'exemple qui est souvent donné, c'est Death Note, c'est plutôt un seinen, pourquoi c'est un shonen? Machin, c'est un peu un shonen, pourquoi il est catégorisé seinen? Souvent, tout ça, c'est à cause des magazines. C'est vraiment... En fait, seinen, shonen, tout ça, en vrai, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le manga, c'est surtout le public cible. Donc du coup ça a un peu à voir avec ce qu'il y a dans le manga directement, mais voyez quoi. Donc, ouais, donc moi je m'en fiche un peu en fait de shonen, seinen, tout ça, c'est pour ça que je le précise jamais. Mais voilà, celui-là c'est un seinen, si vous vous demandiez. Alors après, le tome 1 de Maoromatic, Automatic Maiden, par Bunjuro Nakayama au scénario et Bou Ditama au dessin. Et aux éditions Kiyun. Alors Maoromatic, qu'est-ce que j'allais dire? Bon déjà j'ai acheté pas cher d'occasion, ça c'est cool. Alors ça c'est un manga. Je connaissais déjà un petit peu. Enfin, c'est-à-dire que la licence m'était faite. Quand j'ai vu ce manga, je savais ce que c'était quoi. Je savais, enfin vaguement. Parce que, pour une raison un peu bête en fait. Parce que si vous voulez, il y a longtemps, dans un Auchan, dans le coin... un peu le coin genre DVD déstockage, mais vous voyez, vraiment, genre les DVD ils sont à 1 euro et c'est parce que c'est des trucs tellement vieux, tu te demandes si c'est le coin d'occasion quoi. Et c'est des trucs genre qui traînaient sous un carton dans la réserve depuis 10 ans et puis qui se sont rendus compte seulement maintenant quoi. Bon, c'était il y a quelques années déjà, mais voilà, donc moi mon premier contact avec ma Maoromatic c'est ça. C'est un vieux DVD numéro 3 que j'ai jamais regardé parce que c'est le numéro 3. Bon du coup je vais pas commencer par l'épisode 3 quoi. Enfin non même pas par l'épisode 7 vu que c'est le DVD numéro 3. Et du coup quoi c'est tout ce que j'en sais. J'ai acheté vraiment genre parce qu'il coûtait pas cher et comme ça reste un animé quoi. Mais j'ai jamais regardé. Et c'était, voilà, la licence, dans ma tête c'était ça, c'était le DVD que j'avais jamais regardé. Mais voilà, donc là le tome 1 a un bon prix, j'en ai profité. Le seul, en plus il est en super bon état, le seul vrai défaut c'est ça se voit pas très bien à la caméra. Voilà, le 2 € écran de moi. En vrai je pourrais le gommer mais j'ai peur d'abîmer le manga. Puis bon, là où il est un peu inoffensif quoi. Mais voilà, donc Maoromatic, qu'est-ce que c'est?
Alors vu que c'est un tome 1, je vais essayer de vous résumer l'histoire. C'est l'histoire d'un gars qui... ça a l'air un peu nul comme ça, mais c'est l'histoire d'un gars qui engage une domestique, une maid, parce que vraiment à l'intérieur de sa maison, c'est... il range aussi bien que moi, quoi, le gars. Et je vous prie de croire qu'à part les mangas, je range pas bien. Et du coup, le gars, il engage une maid. Sauf qu'en fait, la maid qu'il engage, c'est... il ne sait pas quand il l'engage, hein, mais c'est... Enfin, si, quand il l'engage pour de vrai, il le sait, mais il ne sait pas quand il l'appelle pour l'entretien. Bon, histoire d'être précis. Mais ouais, c'est un robot de combat qui a sauvé la Terre des extraterrestres pendant des années. Des années, ouais, si, des années. Mais qui là est à la retraite, plus ou moins. En gros, elle a... si elle continue à être un robot de combat, et il lui reste genre... je sais plus, quelques jours à vivre. Mais si elle passe en mode repos, enfin si genre elle fait des trucs normaux dans sa vie, il lui reste à peu près 1 an à vivre. Un peu plus qu'1 an, mais je me disais que c'est un peu bizarre que ce soit un tout petit peu plus qu'1 an. C'est histoire que l'histoire elle commence, et puis après hop, à une date fatidique, qui a une autre signification en plus de celle de sa mort, à elle. Ce sera comme ça l'année d'après, à la même date, boum, il se passe un truc. Mais ouais, donc du coup elle a quoi, 1 an à vivre quoi, et pendant ces 1 an ça va être la maid du héros, j'ai envie de dire, mais pour l'instant il fait pas grand chose d'héroïque. Mais voilà, c'est ça. Donc en gros c'est juste une petite histoire comique, tranche de vie, un peu romance mais enfin comme le titre l'indique, pour l'instant c'est pas... Enfin si, c'est un petit peu quand même en train de se mettre en place, mais bon, voilà, c'est le début. Du coup, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Peut-être un peu plus chic que ce que j'aurais pensé. Mais sinon, ça va. C'est une petite histoire sympathique, quoi. Dans le concept, vite fait, ça me fait un peu dans l'ambiance et même dans le dessin, je dirais. Ça me fait un peu penser à Monsieur est servi. Je me souviens plus du titre japonais. Mais voilà. Bon, donc, si vous aimez bien Monsieur est servi, peut-être que c'est le genre de truc que vous aimez bien aussi. Sinon, bon voilà, j'ai pas grand chose à dire. Si je tombe sur les autres tomes à un bon prix, je les achèterai. Si je tombe pas dessus, je serai pas traumatisé. C'est le genre de petite série sympa. Voilà. Petite série sympa. Alors ensuite, We Never Learn par Taishi Tsutsui, aux éditions Kazé, tome 15, 16 et 17. Alors We Never Learn, je pense que j'ai déjà dit genre au moins 1 ou 2 fois avant, quand on a parlé de We Never Learn, mais je sentais que ça s'approchait de sa fin. Et pour une fois, j'étais plutôt inspiré, on va dire. Parce que c'est vrai, enfin, j'avais pas faux quand je disais avant. La preuve, là, on se rapproche encore plus de la fin. Mais là, vraiment, ça se rapprochait de sa fin. C'est-à-dire qu'on savait déjà que genre, dans le tome 15, déjà, il prépare les examens. Bon, après le mini twist, on va dire, c'est que... c'est pas vraiment un twist, mais... c'est qu'il y a... au Japon, t'as 2 examens, en fait. T'as l'examen, genre, pour dire, ah, c'est bon, tu peux passer au truc d'après. Et t'as les examens des écoles elles-mêmes. Donc, bon, c'est un peu... voilà. Donc t'as 2 examens, en fait. Donc ça laisse encore un peu plus de délai. Mais on se rapproche vraiment quand même de la fin, et... ce tome-là, on atteste, hein. Vous voyez, ces 2 tomes, enfin ces tomes-là plutôt, ces 2 tomes qui se complètent, ça sent bien la fin avec tous les personnages importants. Mais voilà, il y a un petit hic, c'est-à-dire qu'encore une fois, mon instinct me disait qu'on se rapprochait de la fin, et en plus, ce tome-là, genre vraiment écrit fin, quoi. Pas fin, genre il a fin, mais fin, genre c'est la fin. Et malgré ça, il y avait un truc bizarre, parce que je sais que, genre au Japon, c'était toujours en cours, ou un truc comme ça, ou qu'il y avait une vingtaine de tomes. Du coup, il y avait un truc un peu bizarre. En même temps, ça sentait la fin plein nez, mais en même temps, bah, c'était pas la fin en fait, parce que je sais qu'il y a d'autres tomes après. Et du coup, tout ça a abouti à un truc que je trouve plutôt génial. C'est-à-dire que, attention, parce que là, je vais vous spoiler, mais en même temps pas spoiler, mais en même temps spoiler quand même. C'est-à-dire que je vais vous spoiler un truc qui n'est pas un élément de l'histoire à proprement parler, qui est plutôt un truc du style, comme si je vous révélais qu'il y avait un chapitre bonus à la fin d'un manga par exemple. Un truc de cet acabit-là, mais plus important. Mais, après vous avoir spoilé ce truc, ce petit twist on va dire dans la structure du manga, je vais vous spoiler le contenu de ce truc en fait.
Et du coup là je vais vous spoiler un vrai truc, mais qui en même temps n'est pas un vrai spoil, parce que pour une raison que je peux pas vous dire sans vous spoiler. Enfin voilà, donc en gros We Neverland, si vous voulez avoir une surprise totale jusqu'au tome 17, ne m'écoutez plus, passez au manga d'après. Si vous êtes curieux, continuez à m'écouter parce que il se passe des trucs. Alors en fait, le tome 17, c'est la fin. Et à la fin, c'est elle qui gagne, entre guillemets. Donc vous voyez, We Neverland, c'est une comédie romantique harémesque. Et en gros, le truc, c'est que le gros point important dans la tête de tout le monde, c'est que tout le monde veut que ce soit sa waifu qui gagne, quoi. Que ce soit elle qui finisse avec le héros, etc. Et que la comédie romantique finisse bien, mais pour ton personnage préféré à toi. Et donc, là, en l'occurrence, c'est Urara, je crois qu'elle s'appelle. Je vais l'appeler comme ça tout le long, hein, si elle s'appelle pas comme ça, désolé. Qui gagne. Enfin, qui gagne, genre à la fin, finit avec le héros. Genre, à la fin, il y a un épilogue, et ils se marient. Sauf que... Donc là, déjà, en dessous, à la fin, pour moi, c'est une des plus satisfaisantes. En termes de possibilités, vous voyez, parce que les autres personnages, ça c'était, même si ces personnages étaient très bien pris en compte, je trouve. Ils n'étaient pas au niveau du trio principal, mais ils étaient quand même assez bien mis en valeur, quoi. Tu pouvais te dire que si à la fin il finit avec un de ces personnages qui est pourtant secondaire, on va dire, t'aurais pas été déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que genre par exemple dans Nisekoi, tu prends un personnage un peu du même archétype que elle, donc la prof. La prof dans Nisekoi, elle a aucune chance, et si c'est elle qui gagnait, à la fin, tout le monde était dégoûté. Hein. Alors que là, même les secondaires, bon, il y en a un petit peu moins que Nisekoi, il faut dire, mais même les secondaires ont l'air d'avoir un peu leur chance. Donc ça, c'était cool. Mais voilà, tout ça pour dire que, parmi toutes les fins possibles, tous les persos féminins qui pouvaient gagner, Urara, c'est pour moi le meilleur choix d'un point de vue logique, on va dire. C'est-à-dire que elle c'est le perso qui est amoureuse du héros depuis même avant l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Alors que les autres, elle débarque, elle se rend compte qu'elle est amoureuse genre vers la fin, genre vers le tome 16 quoi. Donc bon, vous voyez le délire. Donc c'était un peu la meilleure fin possible entre guillemets s'il fallait choisir un personnage en particulier. Après t'as des mangas qui ont des fins ouvertes, mais ça c'est un peu dommage parce que bon du coup t'as l'impression d'avoir suivi le truc à moitié pour rien. Mais voilà, du coup, c'est donc à la fin au tome 17 où Urara a gagné, entre guillemets, je dis a gagné, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et là, il y a un petit bandeau là, avec marqué, un truc du, ben, j'ai plus les mots exacts, mais c'est marqué genre, fin 1 sur 5. Genre à la toute fin du manga, genre quand à la fin l'épilogue où il est, veux-tu m'épouser, hop, ben voilà, il se marie. Fin 1 sur 5. Et là j'étais en mode, oh, il a fait quoi là? Fin 1 sur 5? Ça veut dire qu'en fait il va faire toutes les fins alternatives. Et ouais, et en fait ça c'est exactement ça. Après dans le manga t'as une fiche qui t'explique, ouais alors les gars en fait on fait toutes les fins alternatives avec les 5 personnages là. Donc voilà, donc en gros il y a 5 fins alternatives. Et par contre il précise, c'est bien parce que je me pose toujours la question, et je vous pose toujours la question, des fois d'ailleurs c'est bête parce qu'il y a la réponse écrite dans le manga, comme la dernière fois avec Dr Stone... Byakuya, j'ai parlé pendant pas une demi-heure, mais j'ai dû parler pendant 10 minutes là de est-ce que c'est canon ou pas, Dr Stone Byakuya. C'était pas canon, c'était écrit dedans, hein, mais bon, cette fois, je vais vous dire ce qui est écrit dedans pour de vrai. Je vais pas m'embêter à réfléchir à des trucs qui sont écrits que j'avais pas vu, ou que j'avais pas retenu. We Never Learn, c'est dit à la fin du tome 17, que là, il n'y a pas vraiment de fin canon, c'est les fans qui décident. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura vraiment un sondage à la fin pour quelle fin voulez-vous qu'elle soit canon? Ou est-ce que ça veut dire, prends les 5 fins, tu prends ta préférée? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, si je devais choisir, du coup, comme il dit que c'est les fans qui décident, si je devais choisir ma fin canon, sachant que j'ai pas encore vu les 4 autres fins, mais d'un point de vue à la fois logique de la narration, comme je vous ai dit, c'est ce personnage-là qui me paraît entre guillemets le plus méritant, le plus voilà, à être le centre de la romance. Et aussi d'un point de vue logique d'auteur, on va dire. Je pense que pour moi ma fin canon ce sera celle-là de toute façon. Parce que en plus de ça, si tu décides que c'est celle-là la fin canon, tu peux t'arrêter au tome 17 et avoir que la fin canon, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi la logique derrière de si l'auteur il a fait celle-ci en premier, enfin la première, enfin vous voyez, c'est un peu
il a dû commencer par celle qui lui paraît le plus naturel. Et en plus de ça, je veux dire, imaginons que, bon là la prépublication à mon avis elle a déjà bien avancé, mais imaginons qu'il y a un problème que le Shonen Jump brûle après la publication de la première fin. Bon bah la fin qui resterait, la seule qui resterait, ce serait celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un côté c'est la première, du coup non seulement c'est la plus naturelle, mais en plus c'est celle à laquelle tu peux t'arrêter si tu veux pas les fins alternatives, etc. etc. Du coup pour moi c'est, s'il fallait définir une fin canon, et il n'y en a pas pour le moment, et à part s'il y a un sondage ou un délire comme ça, il n'y en aura pas de toute façon, mais ouais pour moi ce serait celle-là, ce serait la fin Urara. J'espère vraiment que je me trompe pas sur son nom. Désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des noms. Mais voilà, du coup ça m'avait vraiment bien surpris quoi, et j'étais vraiment content, enfin content, ouais si content de ça. Après je comprends qu'il y en ait que ça peut gêner, qu'il n'y ait pas vraiment de fin quoi, enfin du coup tout ce qui a été mis en place, bon, voilà quoi. Ça sert, en fait tout ce qui a été mis en place, ça peut être utilisé un peu n'importe comment quoi. C'est-à-dire tu peux mettre les gens qui essaient vraiment de deviner quoi, genre vraiment sérieusement de deviner. Alors, il y a eu tel nombre de scènes avec tel personnage, tel nombre de scènes avec tel personnage, il y a tel truc narratif qui est pas encore résolu, du coup, logiquement, si on recoupe tout, eh ben c'est tel personnage à la fin qui va finir avec le héros. Bon bah, ces gens-là, ils sont peut-être un peu déçus. Moi, je trouve ça sympa. Donc voilà, en tout cas, We Never Learn, c'était une très bonne surprise à la fin du tome 17. Et du coup, bah voilà, mon instinct était pas faux, et en même temps, du coup, il y a encore la suite. Par contre, du coup, je me demande ce qu'ils vont faire comme couverture. Je me demande ce qu'ils vont faire comme couverture pour la suite. Parce que là, vous voyez, les deux se rejoignent. Là, il y a clairement un troisième. Là, à mon avis, il y aura le gars, et puis peut-être sa famille, ou un truc comme ça. Mais je crois que à la fin du tome 17, ils disent que le tome 18, ce sera genre que l'histoire de elle, dont j'ai oublié le nom. Du coup, je me demande genre, ça va aller jusqu'où. Parce que, imaginons qu'il y a un tome par histoire. Ah, d'ailleurs aussi, un des événements qui mène à la fin du tome 17 se passe à la fin du tome 16. Donc est-ce que ça veut dire qu'on pourrait remonter plus loin qu'un tome, entre guillemets, pour les fins alternatives? Est-ce que l'événement qui se passe à la fin du tome 16 se passe aussi dans la fin du tome 18 et dans la fin du tome 19 ou est-ce qu'on remonte un peu plus loin, genre on remonte jusque, hop, au hasard, là, et puis hop, là, fin alternative, je sais pas, donc bon, on verra bien. Mais voilà, donc tout ça pour dire que We Never Learn, ça a été une très bonne surprise. Ensuite, Basara par Yumi Tamura, le tome 1 aux éditions Kana, version française. Alors Basara, c'est typiquement le genre de truc que j'ai acheté d'occasion parce que c'était le tome 1 et qui coûtait 1€, histoire de découvrir quoi. Ça avait l'air un peu shoujoesque et un peu aventure, genre aventure chevaleresque et un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en même temps. Alors, je vous avoue, le style de dessin, vu que c'est vieux, je me permets de vous montrer. Voilà, le style de dessin est un peu vieillot, un peu shoujo aussi. Dans l'idée, hein. Après je vous ai dit shoujo c'est une cible démographique et tout, mais le truc c'est que le manga, il est un peu shoujo dans l'esprit, il est un peu, voilà. Et j'ai lu, alors je suis pas du tout fan de ce genre d'histoire, en fait je vais vous résumer l'histoire d'ailleurs avant d'en parler plus en profondeur. Donc Basara c'est l'histoire d'une fille qui est la jumelle du prince entre guillemets de son village, et le prince en question c'est l'élu, selon le village. Et de ce que c'est plus ou moins l'élu qui va renverser le pouvoir en place du roi rouge, qui est un peu le méchant de la zone, qui tyrannise un peu les gens, et avec son sabre sacré qui va renverser le pouvoir en place, qui va être le sauveur de son peuple, etc. Et la petite fille, la sœur jumelle, elle est un peu dégoûtée parce que bah, c'est la jumelle quoi, mais elle est pas sacrée, elle c'est pas l'élu, voilà, et du coup elle est un peu triste. Sauf que un de ces jours, son frère va se faire tuer et elle va devoir prendre sa place. Vu que c'est des jumeaux quoi, donc hop, elle se coupe les cheveux, elle ressemble. Et du coup elle va prendre sa place et elle va jouer son rôle pour essayer de battre le roi rouge et de renverser la tyrannie qui attaque son village et tout quoi.
Et voilà, et sur fond avec en fond une petite romance à la Roméo et Juliette, mais où Roméo et Juliette ils savent pas qu'ils sont pas dans le même camp. Vous voyez le genre? Donc du coup voilà, c'était sympa. En vrai, si vous voulez, le manga le plus similaire dans l'ambiance générale, on va dire que je crois avoir lu, c'est Arslan. Donc si vous aimez bien Arslan, c'est peut-être une version un peu plus shoujo et un peu plus vieillotte de Arslan dans l'idée. J'étais pas emballé, franchement, c'est pas du tout mon type d'univers. Ça, c'est un peu genre misère, guerre, truc comme ça, c'est pas trop mon type d'univers. Mais je me suis surpris à me prendre un peu dans l'histoire avec certains twists, avec certains retournements de situation, enfin, c'est-à-dire la même chose, avec certains, oui, avec certains éléments scénaristiques, avec certaines tournures d'événements. Je me suis pris à être un peu intéressé dans l'histoire à certains moments. Donc, franchement, pas une mauvaise découverte, c'était plutôt sympa à découvrir. Alors, il y a une vingtaine de tomes, je crois, un truc comme ça. Franchement, je suis pas pressé plus que ça d'avoir tous les autres tomes. Mais pareil que ma romantique, si je les trouve, à un bon prix bien sûr, je les achèterai, je pense. C'est... voilà, je suis pas ultra fan, mais c'était une découverte sympa. Vous voyez, c'est pas le genre de découverte où je me dis, ouais bon bah, au moins je l'ai découvert, mais par contre j'irai jamais à la suite. Là c'est vraiment, j'ai découvert, j'ai pas du tout prévu de lire la suite bientôt, mais si je tombe dessus, pas de problème. Alors ensuite, Fire Force, tome 16, 17 et 18 par Atsushi Okubo, aux éditions Kana. Alors Fire Force, j'ai jamais énormément de choses à dire, parce que je me sens assez déconnecté en fait de ce manga, tout en appréciant toujours le lire en fait. C'est vraiment bizarre, je crois que j'en ai déjà parlé en détail, hein, mais vraiment Fire Force, quand je dois les lire, quand je dois les acheter, quand je dois les lire, c'est toujours... Bon, c'est très exagéré, mais c'est presque en mode corvée, vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, j'exagère, mais... Ouais, en mode, oh, est-ce que je les achète? Je suis un peu obligé pour pas être en retard, machin. Est-ce que je les lis maintenant? Oh là là, allez, ouais. Mais quand je les lis, je suis toujours bien en fait. C'est toujours au moins bon moment. Voire des fois, c'est carrément, ah, pas mal, il se passe des trucs cool. Et je saurais pas vraiment l'expliquer, ça. Vraiment. Genre, là, j'ai bien aimé. Ma lecture était cool. L'histoire avance bien. J'avais un peu peur parce que vu j'avais attendu 3 tomes pour reprendre la lecture et que je sais pas pourquoi j'ai tendance à oublier facilement ce qui se passe dans Fire Force. J'avais peur de un peu plus m'y retrouver. Finalement je m'y suis retrouvé plutôt bien. Fire Force c'est juste cool. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à intégrer dans ma tête que ouais c'est un bon moment. Lire Fire Force c'est un bon moment. Dans ma tête c'est un moment sympa mais un peu long. Alors qu'en fait à chaque fois que je le lis je passe un bon moment. Donc décidément, je ne comprends pas. En plus, Satoshi Okubo, c'est pas comme si j'avais des mauvais préjugés sur l'auteur ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, Souliter, j'ai adoré. Souliter Note, j'ai bien aimé. Je comprends pas. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien, mais j'arrive pas à me le graver dans le cerveau. Enfin si, en fait, quand je l'achète un peu en mode... ah ouais, faut que j'achète Fire Force. Dans ma tête, je suis en mode, mais c'est bien. Mais je sais pas pourquoi ça me convainc pas à 100%, vous voyez. Je le sais que c'est bien, mais quand je l'achète, je suis toujours en mode ah ouais, Fire Force, oh, dommage, j'aurais bien aimé acheter autre chose, quoi. Mais voilà. Fire Force, très très cool, hein. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, pourquoi mon cerveau fonctionne comme ça. Mais donc voilà. Donc si comme moi, pour une raison obscure, il y a un manga que vous aimez bien, mais que quand vous devez l'acheter, pour une raison ou une autre, vous avez l'impression que vous l'aimez moins, et ben achetez-le quand même parce qu'en fait vous l'aimez bien. Alors le manga suivant, c'est un peu spécial. C'est Sarisa of Noctuland Cloud, tome 1 par Miki Matsuda et Kome aux éditions Panini, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, ce manga, pourquoi il est un peu spécial? Parce que c'est un manga que j'ai gagné dans un concours Twitter. Et oui, j'ai gagné encore un manga dans un concours Twitter. La dernière fois, c'était Miria et Marie par Nobinobi. Cette fois, j'ai gagné Sarisa. D'ailleurs, il y a un peu de poussière, là. Ah ouais, c'est pas les motifs, c'est vraiment de la poussière. Mais c'est parce que je l'ai lu en début de mois, du coup, il a mis longtemps sur la pile de lecture. Sur la pile de trucs déjà lus, je veux dire.
Ouais, voilà, du coup, Sarissa, j'ai gagné dans un concours Twitter. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai l'impression que ça va m'arriver une fois par an ou un truc comme ça. Pourquoi pas, moi ça me va, des mangas gratuits. D'ailleurs, c'était plutôt cool parce que, autant pour Myria et Marie, j'ai pas trop eu l'occasion d'avoir ça. Mais pour Sarissa, j'ai pu le voir en fait, vu que c'est une nouveauté, j'ai pu le voir dans les rayons avant de le recevoir. Mais en sachant que je l'avais gagné. Et du coup, j'ai eu un peu ce sentiment de... Ah tiens, un manga, je vais pouvoir le tester. Un manga dans les rayons, mais moi je vais pouvoir le tester gratuitement. C'était plutôt sympa comme sentiment, j'aimerais bien l'avoir tout le temps. Les éditeurs, envoyez-moi tout le temps des mangas gratuits s'il vous plaît. Je les lirai tous, donc envoyez-les tous. Mais voilà, bon voilà. Et donc, j'ai reçu ce manga. Mais un truc que j'ai trouvé super cool, c'est que j'ai pas reçu que ce manga. Entre guillemets, il y a eu des efforts, mais genre quand j'ai gagné Myria et Marie, c'était dans une enveloppe, vous voyez, enveloppe mais pas enveloppe pour lettres, enveloppe un peu plus grosse, vous voyez, histoire de mettre des gros papiers quoi. Et du coup il y avait le manga dedans, et un extrait, une carte postale avec des trucs marqués dessus, et un extrait gratuit de Hiromakun, avant que ça sorte. Donc du coup, j'ai même l'extrait gratuit, j'étais plutôt content parce que du coup j'étais très pressé que ça sorte, le tome 1 en France. Mais voilà. Alors que là j'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu tout ce qu'ils m'ont envoyé. Alors c'était cool hein, Nobinobi, attention. Mais là je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Alors en fait, moi j'ai reçu un gros colis. Alors là déjà j'avais les yeux grands ouverts, j'étais bizarre. Quoi ? Pourquoi un colis ? J'ai reçu une lettre la dernière fois que j'ai gagné un manga. Puis, quand j'ouvre le colis, je vois quoi ? Je vois ça. Alors, vu la texture et tout, et vu que je voyais pas tout bien, au début je me demande même si c'est un classeur, je me dis, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le mauvais truc. Mais non, c'est une boîte en fait, c'est une boîte. Et dans cette boîte, et c'est pas n'importe quelle boîte en plus, c'est une boîte magnétique. Il n'y a même pas une vieille boîte en carton. Et dedans, il y avait des nuages comme ça, enfin du coton. Ah ouais, vous voyez, c'est pas non plus de la boîte de qualité premium, quoi que ce soit, hein. Elle se casse, elle est déjà un peu cassée. Mais, vous voyez le genre. Et sur ces nuages, il y avait quoi ? Il y avait le manga, où mes figurines en haut se sont fait avoir par le couvercle du... Il y avait le manga, un prospectus du manga en forme d'avion en papier, ça m'a tué, ça le détail qui tue, le détail qui fait plaisir, en forme d'avion en papier quoi, quelqu'un s'est embêté à le plier, en plus il est bien fait l'avion. Le petit porte-clés Panini Manga Sarissa, et voilà. Bon vous allez me dire, bah c'est pas si énorme que ça. Les gars, j'ai reçu, il y a un mec, chez... Il y a un mec chez Panini qui, pendant son temps de travail, a dû prendre des petits bouts de coton pour faire des nuages, dans une boîte bleue pour faire le ciel, plier un prospectus en forme d'avion en papier, rajouter le petit porte-clés parce que ça fait toujours plaisir, le manga, et me l'envoyer. Ça, j'ai trouvé ça génial. L'attention portée. J'avais l'impression, ça m'étonnerait pas que leur concours, ils avaient juste, c'était juste genre une boîte presse. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, pas, en fait, ils ont juste fait une boîte presse de plus et ils me l'ont envoyé à moi. Parce que vraiment, l'attention des détails, j'ai l'impression d'être un journaliste ou un truc comme ça à qui ils veulent faire bien plaisir, vous voyez. Vraiment, après, si ça se trouve, c'était pour occuper le stagiaire, les petits bouts de coton et l'avion en papier, j'en sais rien. Hein. Mais franchement, que ce soit le stagiaire ou le big boss ou quelqu'un entre les deux, je remercie la personne qui a plié cet avion en papier. C'est le détail qui tue. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de détails dans un truc que j'ai gagné gratos. Vous voyez ? Autant d'attention portée au truc. Franchement, c'était une super bonne surprise. Donc merci à Panini pour le coup. Donc voilà, donc dans mon classement, bon c'est pas très gentil de faire un classement, mais dans mon classement des mangas gratos, Panini tout en haut, parce qu'ils m'ont fait une boîte magnétique, des nuages, un avion en papier et tout. En dessous Nobinobi, parce qu'ils ont quand même pris la peine de me faire une petite carte postale avec des remerciements et tout dessus. Voilà, donc quand j'en aurai d'autres gratuits, je vous rajouterai le classement. Donc pour l'instant Panini, Nobinobi. Et Nobinobi, si vous voulez remonter, vous pouvez me renvoyer plein de mangas gratuits, je dis pas non. Mais bon voilà, je vais arrêter sur le côté manga gratuit. Enfin, manga gratuit, je l'ai gagné, hein. Ils me l'ont pas donné par montée d'âme. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est ça ?
Donc Sarissa, c'est un manga sur les avions et sur les monstres dans les airs. En gros, c'est dans un monde où il y a des monstres volants, et ben il les tue en avion. Voilà, là c'est plutôt simple. Alors l'histoire, en gros, c'est quoi? C'est on commence avec Sarissa, je crois que c'est son nom, hein, parce que encore une fois, j'ai toujours pas la mémoire des noms. Donc ce personnage-là, qui est dans sa classe et tout, mais qui est la personne un peu que personne ne voit, la personne un peu invisible. Au point que vraiment, genre les gens t'as l'impression, genre, c'est pas qu'ils l'ignorent quoi, c'est qu'elle est vraiment pas là. Et justement, en fait, c'est parce que elle peut devenir invisible aux yeux des gens. Genre pas invisible, elle devient transparente, mais invisible, c'est une sorte de pouvoir qui fait que elle efface sa présence dans le cerveau des autres quoi. Elle devient pas physiquement invisible. C'est les autres qui la voient mais qui la captent pas. Et en fait c'est un pouvoir qu'elle a, donc comme j'ai dit, mais elle le sait pas à ce moment-là. Tu vois, donc elle a juste l'impression que tout le monde s'en fiche d'elle et voilà. Et donc elle se fait plus ou moins capturer par une organisation gouvernementale ou extra-gouvernementale, je sais plus, qui du coup lui dit hey, monte dans l'avion, notre pilote il va combattre un monstre géant, mais bah, si l'avion est invisible c'est quand même mieux. Et du coup elle y va et puis elle devient un agent de cette organisation pour combattre les monstres, parce que du coup bah, quand elle peut plus ou moins prendre l'avion avec elle dans son invisibilité. Ce qui est ultra pratique, parce que quand tu combats un monstre et que le monstre il te voit pas, c'est quand même plus facile. Et du coup voilà, c'est ça l'histoire. Après, il y a d'autres enfants qui ont des super pouvoirs. Le pilote de l'avion, il a une particularité que je vais pas vous dévoiler pour pas vous spoiler trop. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Alors en termes de manga pur, je vous avoue... Ah oui aussi, petit détail. Quand j'ai envoyé une photo pour dire merci à Panini et à Le Cri du Mochi qui m'ont fait gagner en partenariat avec Panini. Mais... Et donc j'avais pris une photo, un tweet, tout ça. Ah merci, très cool, voilà. Aucun des deux n'a répondu, aucun des deux n'a interagi avec le tweet alors que je les ai mentionnés. Hein. Par contre, t'as un des auteurs, un des deux là, je sais plus lequel, mais je reconnais, attendez, je reconnaîtrai son logo. Ouais voilà, c'est Miki Matsuda qui a interagi par contre avec le tweet, qu'il a genre liké ou retweeté, je sais plus. Parce que j'avais mis le hashtag Sarissa, à mon avis c'est comme ça que ça arrivait. C'est-à-dire que j'ai dit merci les gens qui m'ont fait gagner en partenariat avec l'éditeur, et merci l'éditeur, c'était trop cool. Et puis la personne qui a interagi avec le tweet, c'est l'auteur. Ça, j'ai trouvé tout ça trop cool. Bon, après, je vous ai déjà dit que moi je sépare l'auteur du manga. Je vous avais dit ça notamment pour Actage. Actage c'était pour des faits négatifs, ça marche aussi pour les faits positifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre pas parce que je vais pas plus aimer le manga parce que l'auteur, enfin inconsciemment peut-être légèrement, mais parce que l'auteur il a eu la gentillesse d'interagir avec mon tweet. Mais c'est un détail que je voulais graver quelque part en vidéo. Mais du coup ouais, plutôt cool. Le truc ouais, avec le manga, c'est pas trop mon style. Déjà le dessin est assez particulier, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est peut-être pas le plus représentatif, mais vous voyez, le dessin est un petit peu particulier. Et l'histoire est pas nulle, mais elle m'a pas agrippé, vous voyez. C'est le genre d'histoire un peu banal. C'est le genre d'histoire que tu... Enfin banal, le concept est pas si banal, mais t'as pas... Enfin je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais t'as pas l'envie absolue de voir la suite. Tu vois, les tournures d'événements sont plutôt basiques pour l'instant. Pareil pour les personnages, ils sont pas extrêmement profonds, extrêmement intéressants. Mais il y a moyen de s'y retrouver, je suis sûr. Hein. Mais personnellement, voilà, j'achèterai pas la suite. Je suis très content de l'avoir eu en gratos, parce que, encore une fois, c'est comme pour Mireille et Marie. Moi, je suis plus content d'avoir eu ça en gratos que si j'avais eu, on va dire, le tome 98 de One Piece avant que je l'achète, vous voyez. C'est-à-dire parce que le tome 98, j'aurais acheté, de toute façon, la preuve là, je l'ai acheté. Mais Sarissa, je l'aurais jamais acheté, à part si j'étais tombé dessus d'occasion à 1 euro ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup, c'est très très cool de pouvoir découvrir ça. C'est pour moi, c'est tout ce qui est bien dans les mangas gagnés gratuitement et tout. C'est que tu peux découvrir des trucs que tu n'aurais jamais acheté, mais là tu les as gratos. Donc tu peux les découvrir, et ça c'est super cool.
Donc vraiment Sarissa, c'est pas un mauvais manga du tout, hein. Je veux dire, même si c'est pas trop votre truc, vous pouvez vous y retrouver, genre si vous n'êtes pas fan d'avion, ah oui par contre si vous êtes fan d'avion, il y a des trucs très très pointus, donc là ça peut vous plaire. Mais si vous n'êtes pas fan d'avion, puis tu sens la passion de l'auteur, tu sens, genre à la fin t'as des bonus, genre il te parle de trucs d'avion, t'as l'impression que tu parles à un ingénieur, mais pour de vrai. Même un historien ingénieur, parce qu'ils sont en mode, ah oui alors les missiles de l'avion de Sarissa, en fait c'est des variantes des missiles M612 utilisés par l'armée lors de la guerre, j'ai pas de guerre en tête où ils utiliseraient des missiles, mais vous voyez le délire quoi. C'est vraiment genre, t'as l'historique, genre t'as des missiles, un modèle de missile fictif. Il t'explique que c'est l'amélioration de tel modèle de missile qui existe pour de vrai, et que du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont amélioré le fuselage pour que ça tue les monstres. Enfin, il t'explique des trucs en détail, tu sens la passion des avions quoi, à la fin quoi, dans les bonus. Donc vraiment si vous aimez les avions, c'est pour vous. Si vous aimez pas particulièrement les avions, ça peut être pour vous aussi, mais il faut rentrer dedans quoi. C'est moi personnellement ça m'a pas transporté, ça m'a... Enfin si, ça m'a transporté dans une autre histoire quoi, mais ça m'a pas... J'étais pas ébahi quoi quand j'en suis sorti, juste en mode oh petite histoire sympa, voilà quoi, petite histoire sympa, content de l'avoir lu, content de savoir que ça existe, pas du tout dans mes priorités pour continuer, mais franchement sympa. Donc voilà, donc vous êtes peut-être le public, je vous conseille de tenter aussi, si vous pouvez. Pour vous, du coup, vous l'aurez à plein tarif, le manga, donc essayez quand même de voir si le dessin vous plaît, si feuilletez-le, quoi, vite fait. Ne le lisez pas, je déteste les gens qui lisent dans les magasins, mais feuilletez-le. Vous regardez vite fait les pages, vous prenez 3 pages au hasard, quoi, vous regardez. Si le style de dessin vous plaît, déjà, je pense que ça part bien. Moi, le style de dessin, il est plutôt moyen de mon côté. Donc, voilà. Mais voilà, je vais pas rester plus dessus, hein, c'est pas parce que je l'ai gratos qu'il va gagner du temps en plus, hein. Donc Sarissa, donnez-lui sa chance si vous avez envie. Alors, pour finir, c'est l'heure du dernier manga de cette liste, de ces mangas que j'ai lus en juin, qui est donc Cat's World, numéro 1, par Okama, aux éditions... Et bien sûr, c'est pas marqué devant. Je vais bien m'amuser à essayer de trouver. Aux éditions Végétales, c'est ce qui a marqué dessus. Je crois que j'avais lu Soleil quand j'ai enregistré mon manga dans la base de données Manga Sanctuary ou Nautilon, je sais plus dans lequel. Mais je crois que j'avais lu Soleil, donc ça m'étonnerait pas que Végétal là ce soit une sous-catégorie de l'éditeur Soleil Manga, vous voyez, genre un peu comme, vous voyez, Delcourt Tonkam, ils ont Young, Delcourt Tonkam, ou ce genre de truc, et ben, c'est peut-être dans le même style, c'est peut-être une sous-catégorie de l'éditeur. Bon, en tout cas, si c'est pas Soleil, je suis désolé, c'est marqué Végétal, en tout cas, sur le manga, donc c'est l'éditeur, jusqu'à preuve du contraire, c'est Végétal. Et donc c'est un manga assez spécial, hein. C'est en 2 tomes, vous voyez le format est plutôt grand, ça passe à peine dans mon étagère là. Donc c'est quoi? C'est l'histoire d'un monde où il y a eu une sorte d'attaque terroriste bactériologique, enfin je sais pas si c'est une bactérie ou tu vois, du bioterrorisme quoi, et où ça a transformé toute la population d'une ville, tous les humains qui étaient dedans, en chats. Même pas que les humains, même aussi les autres animaux, en chat. Et du coup, bah voilà. Et notre héroïne, qui est elle, si je dis pas de bêtises, était là au moment où c'est arrivé, mais a été sauvée in extremis, ce qui fait qu'elle a juste les oreilles, la queue et peut-être les pattes, enfin je sais pas, vu qu'elle a des gants, de chat. Vous voyez, c'est pas un chat quoi, c'est un humain chat, c'est une cat girl. Et du coup, elle est rentrée dans une organisation secrète contre les terroristes, les trucs dans le genre, avec l'espoir de retrouver son père qui a un chat. Mais du coup, elle sait pas lequel. Et il y a moyen de faire des tests génétiques et tout pour savoir quel humain c'était avant, si c'était un humain, etc. Mais ouais, voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc déjà, le pitch est assez bizarre, mais en plus, c'est une sorte de robot de combat qu'elle utilise pour combattre, oui. C'est vraiment assez spécial comme manga, même au niveau du ton, tu sais pas trop où te mettre parce que, je veux dire, le pitch, je vous ai dit, une attaque terroriste à base de gaz qui transforme les gens en chats,
ça ressemble à un manga humoristique. Et il y a un peu d'humour dans le manga. Mais en même temps, le truc de la fille, que tout son village a été attaqué par des terroristes et tout, ça fait peut-être un peu dramatique. Et il y a un peu de drama dedans aussi. Mais en même temps, le côté... ça, je vous avais pas pu le détecter dans mon résumé, je pense. Mais il y a aussi un côté un peu... t'as des moments un peu... comment dire, pas gore, mais un peu dérangeant. Vous voyez, genre, un moment, tu vois la transformation du chien, parce que l'héroïne a un chien, en chat. C'est pour ça que je vous ai dit que même les autres animaux sont transformés en chat. Et ça fait un peu, pas peur, mais vous voyez, c'est un peu dégoûtant, genre, quand ils se transforment et tout. Pareil, à la fin, il y a des trucs un peu bizarres comme ça. Et tu sais pas trop de quel ton essaye d'avoir le manga, c'est très bizarre. C'est en 2 tomes. Le deuxième il était dispo mais il était un peu abîmé, donc j'ai pas acheté, c'est d'occasion que je l'ai acheté. C'est typiquement le genre d'histoire où t'es plus content de l'avoir découvert que de l'avoir lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre, si quelqu'un me dit hey, tu connais Cat's World, je vais pas faire ah ouais ce manga là trop bien je l'ai lu machin, je vais faire ah ouais le manga avec les gens qui se transforment en chat et puis les robots et puis machin. Vous voyez, je vais plus rigoler à propos du concept que me dire ah ouais je connais l'histoire etc etc. Ce genre de manga tu le lis mais juste pour pouvoir dire que tu l'as lu quoi. Tellement c'est dingue comme histoire quoi. Juste pour avoir lu le manga où les gens se transforment en chat etc. L'histoire va pas te transporter, les personnages sont pas ultra développés. Vous voyez, c'est pas le genre de manga. Ça m'étonnerait qu'un gars, que quelqu'un dise, enfin non, ça pourrait, mais que quelqu'un dise ah c'est mon manga préféré. Il y en a sûrement un ou deux dans l'univers pour qui c'est leur manga préféré, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Et franchement très étrange comme manga et très spécial à découvrir. En plus petit truc qui par contre est assez cool, c'est le seul manga que je connaisse, ou en tout cas dont je me souvienne, qui a des dessins à l'intérieur de la jaquette. Enfin, sauf les mangas à jaquette réversible, hein, mais bon. Et ça, c'est un détail plutôt cool, que peut-être ils devraient faire plus souvent, les mangas. Bon, je vous apprécie des coûts supplémentaires, mais bon, voilà. Après, le format était cool, ça m'a coûté que 1€ si je dis pas de bêtises. Franchement, découverte sympa, découverte sympa. Je regrette pas d'avoir découvert ce manga un peu déjanté, un peu dingue, quoi. Donc, bon, voilà. Et du coup, le coup de cœur du mois, et oui, ce mois-ci, je n'ai pas oublié de le tourner, vous aurez plus qu'une image avec un texte. C'est, bien entendu, We Never Learn, tome 15, 16 et 17, parce que c'était génial. Le twist, c'est même pas un twist, mais la révélation de fin, genre jusqu'au bout, ils te montrent même, vous voyez, ils te le disent pas à la fin de... Ils te le disent après l'épilogue, que, ah, et en fait, il y a d'autres fins. Genre vraiment, c'est la dernière page, hop, t'as marqué fin 1/5. Et là, t'es en mode, oh non. Et puis tu tournes la page, et ouais, il y a toutes les autres fins qui vont être faites. Magistral. En plus de ça, ça m'a fait un peu... Moi, j'étais un peu en mode enquête dans ma tête, vous voyez. J'étais un peu en mode professeur Layton, en mode... Attends une seconde, le tome 16 et le 17 ressemblent à une fin, mais pourtant, je sais qu'il y a d'autres tomes au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire? Vite, résolvons cette énigme. J'étais en mode réflexion, quoi. J'étais en mode... Attends une seconde, alors... Imaginons qu'il se passe ça et ça, alors peut-être que... Oui, peut-être que grâce à leur deuxième examen, il va se passer ça, et du coup... Ou peut-être que tu vas tous les suivre quand ils seront à l'université, ou je ne sais quoi, ou peut-être... Puis à la fin, il y avait la réponse, et c'était... Il y a des fins alternatives. C'était vraiment trop cool, c'est mon coup de cœur du mois, We Never Learn, sans aucun doute. Franchement, bravo. Je vous conseille vivement de commencer We Never Learn si vous aimez bien les comédies romantiques, c'est vraiment très cool. Alors voilà, c'était mes lectures du mois de juin 2021. C'était assez diversifié hein, ce coup-ci. On avait des règles des 3 tomes, hein, des séries continuées quoi, des nouveautés d'occasion, des fins de séries, des nouveautés gratos que j'ai gagné dans un concours. Franchement c'était plutôt diversifié, hein. Il y avait une bonne partie de nouveautés, une bonne partie de continuation. Très très cool ce mois-ci, très cool lecture. Je pensais que je lirais moins que ça ce mois-ci, et ben pour le coup j'ai lu pas mal, hein. Donc voilà, plutôt content Mao Romantique que ce soit plus juste le DVD que j'ai jamais regardé quoi, en termes de... dans ma tête quoi. Pareil Steins Gate,
peut-être adieu à la licence, hein, parce que bon, voilà, il y a encore les visual novels et peut-être un manga Steins Gate Zero, j'en sais rien. Mais pour le moment, ce qui est à ma disposition, c'est le dernier truc Steins Gate, vu que j'ai vu tous les trucs de l'anime. J'ai pas vu l'épisode 23 bêta, là, mais c'est juste l'épisode 23 avec à la fin, il abandonne au lieu de continuer, si je me trompe pas. Hein. Mais voilà, Steins Gate, j'ai fait le tour, sinon, à part un éventuel manga Steins Gate Zero et le visual novel. Oui, Neverland, vraiment pressé d'avoir les fins alternatives, du coup. Fire Force, je comprends toujours pas pourquoi ça m'emballe pas plus que ça quand j'achète, mais que quand je lis, je passe toujours un bon moment. Sarah, Sarissa, Katsuha, tout ça, je suis content d'avoir découvert. Enfin voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était mes lectures manga du mois de juin 2021. Si vous avez quelque chose à en dire, n'hésitez pas, je réponds. Hein. Il y a pas beaucoup de commentaires généralement sous mes vidéos, mais si vous faites un commentaire, souvent je réponds. Et c'était Japanman, à plus.